Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du 25 novembre 2021. Avant de débuter cette émission, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Par ailleurs, je tenais aussi à vous informer que je serai absent demain, donc il n'y aura pas de briefing des marchés. Je vous retrouverai à partir de lundi pour un nouveau point complet sur la planète finance. Maintenant, direction les bourses européennes, étant donné que Wall Street est fermée pour Thanksgiving. Néanmoins, on va quand même faire un petit résumé de la semaine, savoir ce qui a un peu drivé les indices hier aux États-Unis. Donc, une séance qui a un peu, où on a eu des indices en tout cas qui ont terminé un peu en ordre dispersé, avec un Dow Jones qui a un peu séduit du terrain, d'autres valeurs qui ont enregistré des gains, notamment Nvidia, tandis que d'autres sociétés comme Gap et Nordstrom ont fini bien dans le rouge après la publication quand même de résultats trimestriels décevants. Donc, l'indice du secteur de la consommation discrétionnaire du S&P 500 a augmenté de 0,2%, alors que justement les données publiées dans la journée d'hier ont montré une hausse plus forte que prévue de la consommation des ménages américains en octobre. Plusieurs responsables de la Fed ont indiqué même qu'ils étaient prêts à envisager un resserrement plus rapide des mesures de soutien de la Banque centrale, ainsi qu'un relèvement aussi plus rapide des taux d'intérêt en cas forcément de persistance d'une inflation élevée. Forcément, certains même tablent sur 3 hausses de taux maintenant en 2022, alors que Jérôme Powell se montre plutôt patient, estime qu'une hausse de taux sera suffisante. On a même plusieurs membres de la Fed, il y a encore quelques semaines, comme Bullard et Richard Clarida, qui eux estimaient que les conditions étaient réunies pour avoir 2 hausses de taux en 2022. Et là, dernièrement, certains même estiment, pourquoi pas, une troisième hausse de taux. C'est un peu un concours à celui qui proposera le plus de hausses de taux, mais un consensus clair et net pour dire que face à l'inflation, les conditions en tout cas sont réunies aux États-Unis pour que la Fed procède à une hausse de taux en 2022. D'autres statistiques officielles communiquées hier dans la journée montrent un nouveau recul des inscriptions hebdomadaires au chômage aux États-Unis, tandis que la croissance de l'économie américaine, en revanche, au troisième trimestre, a été révisée à la hausse. Donc, pareil, des données, encore une fois, plutôt encourageantes sur le front de la croissance économique et sur la diminution des inscriptions au chômage. Donc, pareil, le retour au plein emploi. Là aussi, un des facteurs et des éléments clés que surveille la Fed, justement pour procéder derrière à un resserrement de sa politique monétaire. En revanche, les investisseurs s'inquiètent toujours que la forte résurgence de la pandémie de coronavirus en Europe provoque la mise en place généralisée de confinements à travers le continent. Et effectivement, on est censé avoir aujourd'hui des annonces du ministre de la Santé, Olivier Véran, sur les mesures à prendre en France. Ce matin, en Europe, donc, une séance plutôt calme. On attend le compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la BCE, suivi du discours de Christine Lagarde à 14h30. Donc, encore une fois, une séance qui devrait, je pense, rester calme en l'absence des investisseurs américains en raison de la fermeture de Wall Street pour Thanksgiving. Le marché américain est fermé jeudi et la séance sera écourtée vendredi. Alors, les actions européennes, elles, ont terminé hier un peu quand même terminé dans le rouge. On était quand même bien dans le rouge et finalement, les gros niveaux de support ont quand même tenu. Toujours dans ce climat de prudence, comme je vous le disais, dû aux craintes sanitaires avec le durcissement des mesures contre le Covid-19 dans plusieurs pays, mais aussi, encore une fois, les incertitudes persistantes sur l'inflation.
Maintenant, les investisseurs attendent donc à 13h30, c'est la publication du compte-rendu de la dernière réunion de politique monétaire de la Banque centrale européenne, qui sera suivie 1 heure plus tard d'une intervention de sa présidente, Christine Lagarde, dans le cadre de la conférence juridique annuelle de la BCE. Enfin, seule donnée économique ce matin, c'est la croissance de l'économie allemande. Elle a été révisée justement en baisse au troisième trimestre à 1,7% contre 1,8% en première estimation. Actuellement, l'Allemagne est justement frappée de plein fouet par cette nouvelle vague de Covid. Et forcément, si derrière l'Allemagne met en place des nouvelles mesures sanitaires pour limiter la propagation du virus, eh bien, cela risque de plomber un petit peu, en tout cas, la croissance pour le quatrième trimestre. Et donc, forcément, derrière, ça pourrait aussi impacter la croissance pour le quatrième trimestre en zone euro. Maintenant, reste à savoir quelles vont être les mesures prises cet après-midi par le Premier ministre en France pour savoir si cette fois-ci, cela en tout cas pourrait pour nous aussi impacter la croissance française. Concernant la partie macro, pas de partie macro ce matin, encore une fois, semaine assez calme, pas de graphique intéressant, en tout cas pas de nouveaux graphiques pertinents à vous proposer. Je préfère directement passer à la partie graphique. On va passer un peu plus de temps justement sur les graphiques et en parallèle, IG propose de nouvelles crypto-monnaies, à savoir Chainlink, Uniswap et Polkadot. Donc, je pense qu'on fera un point crypto un peu plus large avec de nouvelles cryptos et je vais essayer aussi de passer un peu plus de temps sur certaines classes d'actifs, notamment le Forex, étant donné que sur Wall Street, du moins ce sera assez court, vu que les bourses sont actuellement fermées outre-Atlantique. Alors, le CAC 40, encore une fois, très clairement, c'est le niveau à surveiller, c'est les 7000 points, comme toujours, ça tient. On a un indice assez solide, toujours. Cette fameuse zone qui ne veut pas lâcher sous la pression vendeuse, donc pour moi part, je trouve le rebond assez fragile. On pourrait avoir une phase de stabilisation, effectivement. Une première prise de bénéfice a dû s'opérer, mise à BE du stop. Je garde quand même un biais baissier. Je trouve que c'est fragile, très clairement. Je ne suis pas convaincu du rebond pour aller chercher directement, repartir en direction des 7300 points. Peut-être une fin d'année un peu plus calme. Donc, deux scénarios pour moi, soit un range à venir, une fin d'année en range, histoire de souffler un peu avant de repartir éventuellement. Sinon, plutôt ce scénario-là où je garde un petit biais baissier et me dire que si le niveau des 7000 cède, eh bien venir chercher notre Kijun ici, les 6900 points. Voilà en tout cas le plan. Toujours pour l'instant, à court terme, ça reste baissier. Trop tôt pour parler d'un range. Néanmoins, c'est un scénario à ne pas exclure, mais j'évoquerai le range si vraiment on a une belle bougie flux qui repasse au-dessus de MM50 et au-dessus de Kijun. Dans ce cas-là, si vous étiez vendeur, ce sera fin du trade, baissier, mais pour l'instant, à court terme, on est toujours sur des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas, en données horaires en tout cas. Donc, une dynamique de très court terme qui demeure baissière et assez fragile, et invalidation de ce plan si on repasse au-dessus de ce niveau. Dans ce cas-là, j'anticipe une fin d'année plutôt en range pour le CAC 40. Mais comme je vous le disais, maintenant, faut se montrer encore patient, surveiller un nouveau test du support à 7000 et en cas de cassure, là, très clairement, je vise la zone 6903, 6915. Ce serait mon TP final sur le CAC 40. Car malgré les craintes, quand même, malgré l'inflation, malgré les craintes concernant la pandémie de Covid, l'indice reste
franchement solide. On a cédé du terrain, mais il n'y a rien de dramatique non plus, je trouve. Donc, pour l'instant, les acheteurs ne lâchent rien, défendent les gros niveaux de support. Donc, voilà, il faudra forcément attendre la cassure du support clé à 7000 points pour espérer une nouvelle vague de baisse. Le DAX. Le DAX, pour le coup, j'ai plutôt envie de revendre tous les rebonds. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'on est dans un bull trap et qu'on va réintégrer le range sur le DAX. Là, hier, c'est dommage, on a eu une belle accélération. C'était plutôt bien parti même. Je vous disais, mon TP2, c'était de venir combler ce gap. Et malheureusement, le DAX s'est arrêté à mi-chemin. Voilà. On a comblé une partie du gap et bizarrement, on n'a pas voulu aller chercher plus bas. Donc là, pareil, un peu décevant sur ce coup. Je pensais vraiment que le DAX allait venir combler complètement ce gap, mais au final, non. Deuxièmement, ça se dégrade. Je trouve en tout cas avec ce gap qu'on a eu, qui a réintégré le range et le fait qu'on soit repassé sous l'oblique, enfin sous la borne haute du canal mensuel, j'ai de plus en plus l'impression qu'on a un bull trap et ce sentiment qu'il faut revendre tous les rebonds pour une nouvelle fois aller chercher le gap juste ici. Et pareil, si on se met en données, 4 heures, bon, c'est un simple rebond, ça prend pas. J'ai plus le sentiment, si vous voulez, qu'on est dans un rebond technique plutôt qu'un début de reprise haussière. Je trouve l'indice quand même assez fébrile, à voir avec les annonces de la BCE cet après-midi. Peut-être que ça va donner un coup de boost, mais là, dans le contexte actuel, j'ai plutôt le sentiment qu'il faut chercher à revendre tous les rebonds sur le DAX pour aller chercher un peu plus bas et venir combler ce gap. Maintenant, là aussi, comme sur le CAC, je ne l'ai pas passé en revue, c'est la bougie hebdomadaire qui va m'intéresser. On a quand même un bel avalement baissier qui est en place actuellement et ce pattern, en tout cas, m'invite à une correction à venir. Cette fausse cassure de range, réintégration, bull trap, fausse cassure de l'oblique haussière, chandelier de retournement, bref, un élément, une bougie très clairement qui me dit que les acheteurs sont en train doucement mais sûrement de lâcher prise et que le DAX pourrait même aller chercher ce niveau-là. Premier niveau, pour moi, ce serait le comblement du gap juste ici. Et deuxième TP, derrière, si c'est validé, c'est direction les 15 560. Le Dow Jones, plutôt robuste. Encore une fois, on a cédé un petit peu du terrain, mais rien de bien méchant, toujours sur support. On a perdu seulement 0,03. Là, on est sur support. Donc, on ne vend pas un support, on attend sa cassure et je vous disais de surveiller le range H1. Voilà. Pour moi, c'est exactement ça qu'il va falloir surveiller. Donc là, aujourd'hui, rien à faire sur les US étant donné que les indices ne sont pas ouverts, mais on a un magnifique range de consolidation en données horaires et je pense qu'il faut travailler ce range. Achat sur la borne basse, vente sur la borne haute sur signal encore une fois, et sinon attendre enfin la cassure pour se positionner dans le sens du flux à venir. Et donc, effectivement, si on en sort par le haut, eh bien, fin de la baisse et on entamerait un redémarrage haussier. Sinon, c'est juste une phase de consolidation et derrière, direction les 35 100 points. On peut aller jeter un œil aux futurs qui sont quand même ouverts, mais bon, c'est pas très palpitant, je trouve. On est en légère hausse. Je préfère laisser de côté les futurs étant donné qu'ils ont peu d'importance actuellement avec la fermeture des marchés américains et plutôt me focaliser sur le cash actuellement. Mais encore une fois, un range à travailler, mais passez votre chemin lorsque les investisseurs sont absents. Focus, comme toujours, là où il y a de l'action. Le Forex, avec l'euro-dollar, TP atteint sur l'euro-dollar, du moins quasiment à 6 pips près, mais je considère que
le plus gros a été fait. L'objectif à 1,1180, on a fait 1,1186, je crois, au plus bas. Bon. C'est ça, 1,1186. Bon, c'était un objectif que j'avais. Je considère qu'il est atteint quand même. On n'est pas à 6 pips près. Et surtout, on est dans une zone maintenant. Donc là, maintenant que l'objectif a été atteint, à voir les annonces cet après-midi de Christine Lagarde. Mais j'estime que l'euro pourrait rebondir. Ici, on a une belle zone. Voilà. Elle est un peu plus basse. Ici, c'est 1,1170, 1,11, 1,1195. Un objectif majeur a été atteint, le double top, c'est fait. Objectif majeur, on est venu le taper. Fin du trade swing, qui a été réalisé extrêmement vite d'ailleurs. Ici, on est sur une zone. Donc maintenant, je m'attends à un rebond. Je continue d'être baissier. C'est pas parce que l'objectif a été atteint que c'est un creux de marché et que l'euro va repartir sur la hausse. Pas du tout. Je continue d'être baissier, à chercher à revendre maintenant tous les rebonds, comme toujours. Mais sur rebond, justement, doucement sur les ventes. Là, au contraire, je m'attends à un rebond technique. On est venu taper la zone. La prochaine zone à aller chercher, c'est 1,1075. Mais je ne pense pas qu'on va y aller tout de suite. Là, je table sur un rebond et je pense qu'il faudra de nouveau vendre sur rebond pour aller chercher 1,1180 et 1,1075. Donc maintenant, à surveiller. Pour l'instant, pas de chandelier de retournement. Peut-être, non, pas de divergence en cours de formation non plus. Mais on est sur zone. Donc ne vous amusez pas à vendre ici, sachant qu'on a une très grosse zone de support. Là, elle est quasiment mensuelle, voire hebdomadaire. Donc, on attendra la cassure. Maintenant, en données 4 heures, effectivement, on pourrait former une divergence intéressante. Un début de divergence pour enfin rebondir. Donc là, à voir un peu les annonces, mais effectivement, j'attends l'euro à 1,1270, voire 1,13. Je pense que voilà, le prochain niveau à shorter, c'est cette zone-là. Si vous voulez tenter le rebond, pourquoi pas. Le bémol, c'est qu'on n'a pas de chandelier de retournement, on est sur zone, donc dans ce cas-là, un stop loss sous la zone. Il n'y a pas beaucoup à aller chercher, mais c'est cohérent, hein, je trouve, c'est pas interdit. On a quand même bien chuté, on est sur un très beau niveau, très clairement. Donc un stop loss là-dessous pour juste aller chercher la zone et sortir, histoire de prendre quelques pips, c'est envisageable. Maintenant, la dynamique demeure baissière et donc tant qu'on est dans une dynamique baissière, je vais remettre l'Ichimoku, voilà, le meilleur scénario à faire, c'est de vendre tous les rebonds jusqu'à avoir une invalidation. Un jour, on aura une invalidation, on aura une reprise haussière. Mais pour l'instant, c'est ultra baissier. Donc la stratégie reste la même, vendre tous les rebonds de l'euro-dollar. Les gros rebonds sur zone. Donc là, pour moi, la prochaine zone qui va m'intéresser, c'est 1,13, 1,1270. Et là, j'aimerais bien justement un rebond technique dans cette zone. GBP USD, pas grand chose à dire, mais comme je vous le disais, on va faire une revue de marché un peu plus longue sur la partie graphique, étant donné que j'ai manqué à mon devoir sur la partie macro. Malheureusement, faute de graphique intéressant à vous présenter. L'euro GBP, on est toujours dans cette dynamique baissière, on est en train d'enfoncer le support. Est-ce qu'on arrive proche d'une zone? Oui, on a une belle zone de prix ici. Donc là, je vais m'intéresser à cette paire la semaine prochaine pour tenter des achats vers ici, si j'arrive à bien l'attraper. Voilà. Ici.
voyez, le top ici, le top, la petite mèche ici. Là, on a une très belle zone de prix. Si on zoome un peu, ça nous donne 1,3255, 1,3220. Et ce serait bien qu'on glisse doucement vers la borne basse du canal pour vous proposer une stratégie à l'achat la semaine prochaine sur le GBP-USD. Là, pour l'instant, on est en train d'enfoncer le support, vendre. Je trouve pas ça terrible. On n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Plutôt laisser la baisse se poursuivre, attendre une stabilisation, qu'on vienne un peu taper notre zone, cette fameuse zone là juste ici, pour vous proposer un achat stop sous la zone et viser un rebond. Avec TP1, 1,3550 et TP2, 1,3460. Voilà le plan à surveiller la semaine prochaine sur le GBP USD. Pour l'heure, comme sur l'euro, c'est vraiment baissier. Laissons la baisse se terminer tranquillement. Attendons une réaction sur une zone hebdomadaire pour ensuite vous proposer un plan de trading à l'achat pour espérer enfin un rebond de cette paire. Effectivement, on est dans un beau canal baissier, l'oblique basse, la zone horizontale, le jeu de la patience maintenant. Un plan, en tout cas, c'est un plan que je guette pour la semaine prochaine. L'AUD-USD, TP atteint, fin du trade, du moins quasiment. À vous de voir, je ne pourrai pas faire le suivi demain, étant donné que je suis absent, mais voilà, le TP a été fait, pareil que sur l'AUD, je vous disais 0,7175. Bon, au plus bas, on a fait 0,7180. Ne soyez pas trop cupide. Pour 5 pips, prenez vos bénéfices. Donc, fin du trade sur l'AUD-USD. Si vous voulez garder un reliquat, pourquoi pas, mais pour rappel, on est sur une énorme zone mensuelle. Donc là, il faudrait attendre la clôture mensuelle. Mais là, on est sur un très très gros niveau, juste ici. Voilà. Là, on est sur un beau niveau de prix mensuel, MM50, bas du nuage. Effectivement, si on casse ce niveau, on pourrait aller chercher plus loin. On va vraiment aller chercher ce plaquage jaune, mais ça va être difficile. En tout cas, je pense que ça va être compliqué. On va peut-être pas l'atteindre tout de suite. On pourrait travailler de nouveau. Dans ce cas-là, garder un petit reliquat. Mettez votre stop à break-even, même stop win. Gardez, je sais pas, 10-15% de votre position pour attendre la clôture mensuelle et avoir confirmation. Si on remonte, qu'on fait une mèche, dans ce cas-là, je pense qu'il faudra sortir du marché, laisser tomber et revenir plus tard. Alors que là, si on clôture sous la zone de support, ça peut être vraiment intéressant pour la suite. Voilà. Là, on a notre zone de support. Si on clôture de nouveau en dessous, en hebdomadaire et en mensuel la semaine prochaine, c'est encourageant pour la suite pour aller chercher beaucoup plus bas. Voilà le plan. Mais je considère que le gros du chemin a été parcouru et qu'il est important de se payer maintenant, car on n'est pas à l'abri non plus d'une mèche, d'un retour sur cette zone avant de repartir. Donc dans ce cas-là, il est quand même important de se payer. Euro-GBP, mettez votre stop à break-even. J'espère que vous avez quand même pris quelques bénéfices, mais cette paire est capricieuse, on va dire. Je garde toujours mon objectif à 0,83, mais je vous avais donné un plan de trading assez intraday, on va dire. C'était bon à mettre en place en swing, mais pour rappel, c'était la divergence 15 minutes sur la borne haute de ce range. Et là, de nouveau, on est revenu sur la borne haute. Donc, j'espère que certains d'entre vous ont quand même réussi à prendre un TP1 ici. C'était un trade intraday dans l'espoir que ça parte en swing. Mais pareil, il faut s'adapter au marché. Effectivement, on avait ici, en donné 15 minutes, cette magnifique divergence qui a parfaitement fonctionné. Donc derrière, l'objectif, c'était d'aller chercher la borne basse du range. Et si ça casse, enfin, direction les 0,83. Mais ça ne casse pas, toujours pas. Donc là, j'espère quand même que vous avez pris des bénéfices et mis votre stop à break-even. Et je pense qu'il faut à nouveau retravailler la borne haute de ce range. Encore une fois,
C'est un marché usant, certes, mais c'est une phase de trading range. Donc, celles et ceux qui sont à l'aise avec le trading range, eh bien, il faut reproduire le même schéma d'il y a quelques jours, à savoir vente en haut et achat en bas, mais je suis moins à l'aise avec les achats en bas, étant donné que la dynamique est baissière, que je pense qu'on va aller chercher les 0,83. Donc là, même constat, à surveiller avec la MM50 quand même qui vient bien bloquer. Pour l'instant, en données horaires, je ne constate pas de chandelier de retournement. Et j'ai envie de voir la clôture 4 heures surtout. En données 15 minutes, c'est pareil. Pour le coup, il n'y a pas de chandelier de retournement, il n'y a pas de divergence. Mais ici, ce qui va m'intéresser, c'est la clôture qui a lieu justement dans 3 minutes. Bon, ça devrait se faire au-dessus de la même 50. Mais on reste dans ce range, très clairement, toujours dans ce range. On a toujours le nuage qui vient bloquer les prix. Donc, encore une fois, surveillez ce range, sinon attendre la cassure pour derrière dérouler en direction des 0,83. Enfin, l'AUD NZD, signal technique aussi est validé. Je vous disais de surveiller cette paire cette semaine. C'était un plan, en tout cas, c'était un des plans que je surveillais. Donc, c'est validé, double creux. Pour moi, niveau d'invalidation, je me modifie beaucoup. Donc, peut-être que certains ont réussi à l'attraper sur le pullback. On a fait un magnifique pullback durant la nuit. En tout cas, le plan est validé. On a un double creux. Je vise TP1 1,0540 et TP2 1,0580. Est-ce qu'on a un petit niveau qui pourrait nous bloquer? Je vais passer en données daily. J'ai oublié le seuil. On a dit l'objectif théorique c'est 1,0580 en données daily. « 1,0580, 1,0580. Ok, il y a une zone ici. Il y a une zone juste ici. Tac. 1,0570, 1,0580. C'est à peu près ça. Vous voyez, ici on a une belle zone avec le creux. Je suis en données daily. Le creux, la mèche, de nouveau le creux, espèce de creux, l'excès baissier. C'est un beau niveau. C'est un beau niveau qui a été travaillé. Là, pareil, on a fait un excès aussi. Finalement, derrière, c'est retombé. En tout cas, les bougies ici sont vraiment belles. Ça, ça me plaît beaucoup. La cassure de la ligne de coup hier s'est faite avec une bougie flux directionnelle et impulsive. Le pullback est beau. TP1, 1,0540. TP2, la zone qu'on vient d'identifier. 1,0570, 1,0580. L'objectif théorique, c'est 1,0580. Donc voilà le plan. Je passe haussier sur cette paire pour viser ce niveau-là, et stop d'invalidation pour moi, il sera juste ici, sous cette zone. Là, pareil, en données 4 heures, on a une belle zone de support qui a été testée plusieurs fois, ici, ici. Donc, stop loss 1,04. On va le placer comme ça au moins. J'en tiens note. Hop. Juste ici. Donc là, ça fait quand même un ratio, il y a largement un ratio si vous êtes rentré à la cassure sur le pullback, de 1 pour 2. Donc TP1 ici, mise à BE du stop loss derrière, et puis après espérer aller chercher le TP2. Donc maintenant, affaire à suivre, mais je ferai le suivi la semaine prochaine. Les métaux précieux, bon, le silver, je le laisse de côté, il ne se passe absolument rien. On va revenir sur le gold.
car là, tout va se jouer ici. Donc le gold, la dynamique se dégrade. La dynamique se dégrade. Mais le pire n'est pas certain. Encore une fois, il faut que ce fameux support tienne. En tout cas, là, on a eu un magnifique bull trap. C'est comme ça. Actuellement, l'once d'or est complètement minée aussi par la force du dollar et la hausse des rendements obligataires. Donc forcément, difficile dans ce contexte d'espérer une reprise haussière de l'once d'or. À un moment donné, il faut vraiment que les fondamentaux soient en accord aussi avec le technique. Et là, actuellement, les fondamentaux ne plaident pas du tout pour une reprise haussière du métal jaune, même si l'analyse technique, elle, suggère plutôt une phase de stabilisation à moyen long terme. En tout cas, au vu des fondamentaux, on pourrait vraiment espérer que le gold plonge un peu plus bas, mais finalement ça tient, on est quand même toujours dans une belle dynamique haussière. À long terme, bien évidemment, mais maintenant depuis plusieurs mois, l'or est complètement délaissé par les investisseurs. Donc là, cette fameuse zone, comme toujours, tient. De nouveau, c'est ce niveau-là qui va m'intéresser. J'aimerais bien évidemment qu'on repasse assez rapidement au-dessus de l'oblique, mais là, l'objectif des 1910, en tout cas, semble s'écarter un peu plus. Maintenant, en données daily, voilà, on a une prise d'appui sur notre oblique, on a des gros niveaux, MM50, MM200, ça travaille et c'est ici que tout va se jouer. Soit on tient ce niveau et enfin on s'est fait une grosse frayeur, le marché repart. Sinon, je pense qu'il faudra revenir plus tard car on risque d'aller chercher les niveaux de support à 1750 et 1725. Maintenant, comment affiner ce plan en données 4 heures? En données 4 heures, j'ai deux éléments à court terme intéressants. La première, c'est la formation de cette divergence. Elle est toute petite, mais il y en a une, juste ici. Une divergence haussière qui a été validée, qui reste un peu fragile. Je ne pense pas que l'once d'or va décoller en l'absence des investisseurs américains. Et enfin, c'est ce double creux qu'on est en train de former. Donc là, si on repasse effectivement en données horaires, au-dessus, là pareil, on avait la divergence horaire, elle a marqué une fin de baisse, en tout cas. Tac. Divergence horaire, elle tient, donc elle a marqué un creux de marché à court terme. Maintenant, on pourrait tenter des achats si on repasse au-dessus des 1800, des 1797. Voilà le niveau qui va m'intéresser. Donc, on sortirait de cette fameuse grosse zone. Derrière, on validerait un double creux. Donc, stop loss sous les plus bas et espoir, en tout cas, et potentiellement plutôt, je n'aime pas parler d'un espoir, plutôt d'un redémarrage, étant donné quand même qu'on fait du trading, donc on n'est pas en mode espoir, mais on base plutôt nos analyses sur des probabilités. Donc, un redémarrage plutôt en direction des 1810, voire 1820. Voilà le plan. Sinon, si ça ne prend pas, un range à surveiller. Et encore une fois, il faudra trader à l'intérieur de ce range. 1780, 1795. Et derrière, attendre la cassure d'une des deux bornes. Si on casse vraiment la borne de base, comme je vous le disais, il faudra revenir plus tard sur le gold. On risque très fortement d'accélérer en direction des 1750. Maintenant, si ça tient et qu'en clôture hebdomadaire, on repasse au-dessus, on pourrait éviter justement ce risque d'accident et espérer repartir vers les 1810 et pourquoi pas 1830. En tout cas, voilà la zone à surveiller en données horaires.
Le Brent. Je reste toujours à l'écart. Pour moi, rien d'intéressant. Ça va être très rapide, cette revue de marché sur le secteur pétrolier. Le marché est piégeux, soumis aux aléas des news qui tombent entre l'OPEP et Joe Biden. Donc, évitons les portes de saloon encore une fois et intervenons sur les bons niveaux au bon moment. Là, on est dans un niveau assez complexe, un marché hésitant pour l'instant. J'attendrai vraiment à la sortie de cette zone par le haut pour vous envoyer un signal, enfin pour vous envoyer un plan de trading, tout simplement. Je reste haussier, bien évidemment, sur le Brent. C'est l'un des actifs, comme je vous le disais, les plus haussiers cette année. Je vois mal j'ai plutôt le sentiment, en tout cas, qu'on est dans une correction au sein d'une belle tendance haussière plutôt qu'un début de retournement de marché, si vous voulez mon avis. Maintenant, on peut très bien de nouveau retomber, aller chercher la borne haute, ici, et hop, retomber plus bas sur la borne basse pour venir prendre appui sur notre borne basse de canal. Voilà pourquoi, tant qu'on est dans ces niveaux-là, je préfère rester à l'écart et tenter de l'attraper, soit s'il retourne sur la borne basse, soit en cas de cassure de la borne haute. Mais entre ces deux niveaux, je trouve que c'est piégeux et on a un peu un yo-yo. Voilà pourquoi n'allez pas vous brûler les ailes et n'allez pas dans ces marchés un peu complexes. Attendez vraiment les bons niveaux clés pour intervenir et éviter de se faire piéger bêtement, tout simplement. Donc là, on est vraiment là, la zone, on est au milieu de nulle part. C'est vraiment une zone, un niveau de prix qui m'intéresse absolument pas. Par conséquent, le pétrole, je l'attends plus bas ou qui me confirme ce signal technique haussier de fin de baisse et de reprise haussière pour aller chercher les 90 $. Le light, c'est la même chose. C'est la même chose, seulement que je veux qu'on repasse au-dessus de la MM 50. Et qu'on sorte du nuage. Donc là, pareil, vendre, non, on est dans la zone de support. Acheter non plus, on a une méga résistance au-dessus de la tête. Donc, passez votre chemin. La configuration graphique est plus propre sur le Brent que sur le light, encore une fois. Soit le light, il me fait une dernière vague de baisse. Dans ce cas-là, il faudra essayer de l'attraper par ici. Et à la hausse, ce qui me gêne, c'est qu'on a beaucoup d'obstacles au-dessus de la tête au fur et à mesure. Le light, je vais plutôt me focus les prochains jours sur le Brent plutôt que sur le WTI, très clairement. Je préfère la structure qu'on a sur l'autre actif que ici. Là, on est prisonnier dans le nuage, MM50, pris entre Tenkan et Kijun, dans une zone de support-résistance, bref. Un niveau que j'aime pas du tout et qui est compliqué à trader. Encore une fois, attendons vraiment d'avoir que l'horizon se dégage, d'avoir des éclaircies, des retours sur des niveaux clés hebdomadaires, mensuels, avec de belles bougies pour se repositionner sereinement dans le sens de la tendance. Les crypto-monnaies, donc comme je vous le disais, revue de marché un peu plus longue sur les cryptos, étant donné que IG vient de lancer des nouveaux actifs numériques avec Polkadot, Chainlink et Uniswap. Donc, on va quand même faire un tour d'horizon sur ces trois-là. Le BTC, comme d'hab, rien n'a changé depuis hier. On est sur zone, comme toujours. Surveiller la sortie du range ce week-end. Et encore une fois, la réintégration en données hebdomadaires de la zone. Car c'est vrai qu'on a passé toute la semaine sous cette zone, mais encore une fois, si on fait une clôture au-dessus de la zone, ben, il n'y a rien d'alarmant sur le BTC. Là, pour l'instant, on n'a pas eu de dégringolade, ça tient, on tente de reprendre de la hauteur, et si on clôture au-dessus de cette zone, ce serait même plutôt rassurant pour la suite. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est surtout les unités de temps un peu plus courtes, en données 4 heures, et potentiellement ce double creux qu'on est en train de former.
Donc là, on est en données daily, on est sur la zone. C'est une zone à travailler à l'achat avec les 53 000. Pour moi, c'est les deux niveaux clés à tenir et qu'il faut vraiment travailler. Ailleurs, laissez tomber, attendez soit un retour ici, soit là. Mais globalement, pour l'instant, 55 000, 55 000, 56 000 tiennent bon. Et maintenant, en données 4 heures, surveillez ce double creux. Là, on est en train de former un magnifique double creux. Ce serait bien qu'on repasse au-dessus de la zone. Si c'est confirmé derrière, eh bien, tentez un achat au-dessus des 60 000 $. Si on a une belle clôture 4 heures au-dessus des 60 000 $, stop loss soit ici, soit au milieu du range, soit sous les plus bas. Tout dépend si vous êtes un trader ou un investisseur long terme. Et derrière, reprise haussière en direction des 64 000, voire 65 000. Et plus si affinité. Voilà le plan à suivre sur le BTC. En tout cas, un sentiment qu'on est en train de faire un creux de marché. Là, on fait un plus haut, un plus bas, un plus haut, un plus bas. Tac, un plus haut et hop, on se stabilise. Range à venir. Donc là, pareil, un marché qui potentiellement a peut-être terminé sa phase corrective et pourrait enfin reprendre doucement de la hauteur. À confirmer en clôture hebdomadaire, ce serait, comme je vous le disais, intéressant d'avoir une clôture hebdomadaire au-dessus de cette zone. On réintègre la zone, du coup c'est une zone de résistance, enfin la zone de support, là ça fait office un peu de résistance, en données hebdomadaires, et derrière qu'on confirme le redémarrage avec cassure des 60 000 $. L'Ethereum, lui, ne m'a jamais inquiété. C'est beau, c'est propre. Certains me demandaient si on avait un triangle ici. Oui, pourquoi pas. J'aime bien ce triangle et j'aime bien surtout la divergence 4 heures qu'on avait. Avec la divergence 4 heures qui a été validée, qui a fait que le marché a marqué un creux dans sa zone. Et surtout, si on prolonge l'oblique, vous voyez que le RSI est revenu rebondir sur cet oblique à chaque fois. Donc là, pareil, c'est un point positif pour la suite. Et là, on est en train de sortir par le haut de ce triangle. On peut espérer une reprise. En tout cas, je vise toujours 4830, enfin 4840. En données daily, c'est très propre. On est juste venu effectuer le pullback. MM50, ça tient. On est venu tester les 38,2. Là, ça repart fort. Et si on clôture au-dessus de ce niveau, finalement, la cassure Tenkan Kijun a tenu. Alors, je ne vais pas m'emballer trop vite. J'aimerais bien qu'on clôture au-dessus de la Kijun, mais vous voyez, ce setup, je vous disais en début de semaine qu'il serait invalidé si le marché tombait, venait chercher les 3900. Donc là, pareil, généralement, quand on a une cassure Tenkan Kijun, tout dépend de comment est le marché, mais c'est généralement bon d'être sous la MM50, donc sous l'avalement haussier qu'on avait vu ici. Et donc là, celles et ceux qui sont peut-être entrés ici, effectivement, c'était peut-être pas le meilleur point d'entrée, mais le marché pourrait vous donner raison et aller chercher mon objectif, en tout cas 4838. Globalement, je vais tenter d'être plutôt rassurant toute la semaine sur l'Ethereum en vous disant qu'on était sur une énorme zone, que c'était pas le moment de vendre cette zone, mais au contraire de chercher des achats. À confirmer, là, j'aimerais qu'on repasse au-dessus de ma Kijun, très clairement qu'on clôture au-dessus. Mais sinon, ça confirmerait bien ce que je pense et ce redémarrage en direction des 4800 en TP1 et en TP2 5235. En TP3, vous le connaissez, mais on en reparlera plus tard. Polkadot. Polkadot, j'ai enlevé l'Ishimoku. Belle crypto qui surperforme plutôt bien le marché aussi, comme Altcoin. Là, j'aime beaucoup aussi la dynamique qu'on est en train de prendre. Vous voyez, hop, bon, on a eu un premier bull trap. Ici, quand le BTC a chuté, on a réintégré ce triangle. Mais sinon, prise d'appui sur une belle zone de support. Juste ici. Voilà. Vous voyez,
Là, on a fait de l'excès, travaillé une fois, deux fois, trois fois, on casse, pullback, on repasse au-dessus, en dessous. Ici, on a buté et là, même constat, on est sur une zone de support. Donc, aucune raison de vendre, au contraire, plutôt chercher des achats pour se repositionner dans le sens du flux. Maintenant, je vais baisser mon RSI. Hop. Maintenant, belle oblique haussière. Est-ce qu'on peut tracer un canal? Je ne pense pas. On a fait de l'excès. On va quand même en mettre un. En disant qu'ici, on a eu un excès haussier. Mais là, pareil, j'aime beaucoup la configuration. C'est très propre en données daily. On a identifié une oblique haussière, un retour sur zone. Donc, aucune raison de vendre ce niveau. Au contraire, plutôt chercher des achats pour se repositionner dans le sens du flux. Et encore une fois, potentiellement un double creux qu'on est en train de former derrière. Donc là, pareil, le sentiment qu'on a un petit range qui est de nouveau en train de se former. Et ce que j'aime bien ici, c'est le chandelier de retournement qu'on a eu sur la borne basse de ce range. Vous voyez, l'étoile du matin d'Oji. Magnifique ici. Donc un stop loss hop, sous la zone, sous les plus bas ici, pour aller chercher en TP1 la borne haute de ce range. En TP2, forcément la zone de résistance ici. Et en TP3, j'ai pas de TP3, ce serait vers les 60, 65 $. En tout cas, si on recasse une nouvelle fois cette zone, on peut aller chercher très haut. Donc, à surveiller le Polkadot, mais une dynamique assez belle. Uniswap, bon, protocole défi, sous-performance de l'actif actuellement. On est sur le fil du rasoir. On est sur le fil du rasoir. On a des niveaux de support intermédiaires, mais c'est une crypto un peu molle qui sous-performe actuellement le marché. Pas très intéressé par le Polkadot. Là, on avait un niveau de support qui vient de céder, le Polkadot, le lapsus. Uniswap, pardon. Je trouve que ça se dégrade. Il faudrait qu'on repasse au-dessus de ce niveau pour espérer aller chercher l'oblique. Mais globalement, je ne suis pas fan de la crypto là à court terme. En trading, en tout cas. Je ne parle pas en investissement, mais en trading, ça manque de flux, c'est pas convaincant, c'est baissier, on est sous les gros niveaux de support. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de volume. Moi, j'ai pas les volumes. Voyons voir les volumes. Les volumes sont complètement morts, très peu de volume. Passez votre chemin pour l'instant. Polkadot, je vais juste voir les volumes. On a eu des beaux volumes à la cassure. On avait quand même de très beaux volumes à la cassure. C'est retombé. À suivre. Enfin, Chainlink. Chainlink, je ne désespère pas. Je pense qu'elle pourrait reprendre du poil de la bête. On a un très beau niveau de support ici vers les 24,40. C'est une belle zone. Bon, là, c'est dommage qu'on ait brisé notre oblique, mais je pense que cette crypto pourrait reprendre un peu du poil de la bête. On est sur le niveau des 50. Donc là, on est en train de faire un avalement sur le niveau des 50. À surveiller. En tout cas, autant Uniswap, je trouve qu'il n'y a rien à faire dessus au niveau trading. Polkadot reste actuellement la meilleure structure graphique. C'est la plus intéressante. Vous voyez qu'elle est déjà revenue sur ses anciens plus hauts, alors que Uniswap pas du tout et Chainlink a du retard. Mais là, à court terme, j'aime bien l'avalement sur la vague de 50%. Donc, à suivre en clôture
À suivre en clôture, très clairement. Mais je m'attends à un redémarrage de Chainlink. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau aussi. Je ne l'avais pas vu en données hebdomadaires. Mais le soutien de la MM50. Vous voyez, à chaque fois quand même, tac, bon, voilà, on a eu l'incursion, mais tac, tac, tac. Beau soutien de la MM50. Retracement de 50% de FIBO de la dernière vague de hausse et avalement haussier en cours. Là maintenant, vous savez ce qu'il reste à faire. Ce serait un stop loss sous les plus bas si c'est validé et espérer d'aller chercher les 31 dans un premier temps et pourquoi pas revenir sur les 35 $. Voilà en gros les plans sur les différentes crypto-monnaies. Donc n'hésitez pas à me faire un retour si vous souhaitez avoir plus de revues de marché sur les actifs numériques. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Pour rappel, je serai absent demain, donc pas de briefing des marchés. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi pour un nouveau point complet sur la planète finance.